feu à la paille. Comme depuis un certain temps, Simone Lampo n'avait plus personne à commander, il avait pris l'habitude de se commander lui-même. Et il se commandait à la baguette. « Simone, par ici. Simone, par là. » Il s'imposait exprès, par pique, les corvées les plus ingrates. Quelquefois, il faisait semblant de se rebiffer pour s'obliger à obéir, jouant en même temps les deux rôles de la comédie. Par exemple, il disait, rageur, « Je ne le ferai pas. Simone, je vais te battre. Je te l'ai dit, ramasse ce crottin. Tu ne veux pas? Vlan !» Et s'envoyait une gifle magistrale. Et il ramassait le crottin. Ce jour-là, après sa visite à sa petite propriété, la seule qui lui restât de toutes les terres qu'il possédait autrefois, à peine 2 hectares à l'écart de tout, pas même un paysan pour les surveiller, il se donna l'ordre de sceller la vieille ânesse à laquelle il avait coutume de tenir les propos les plus spécieux, en revenant au pays. L'ânesse, dressant tour à tour l'une puis l'autre de ses oreilles pelées, semblait lui prêter attention, patiemment, malgré un certain désagrément que son maître lui imposait depuis quelque temps, et qu'elle était incapable de préciser. Quelque chose qui lui ballottait par derrière, sous la queue, quand elle marchait. C'était une petite corbeille en osier, sans anse, attachée par 2 cordes à l'arçon de la selle, et pendue sous la queue de la pauvre bête, pour recueillir et conserver, chaudes et fumantes, les boulettes de crottin que sinon elle aurait semées le long du chemin. Tout le monde riait en voyant cette vieille ânesse avec sa corbeille par derrière, prête pour chaque besoin. Et Simone Lampo jubilait. Les gens du pays savaient fort bien qu'il avait vécu très à son aise autrefois, et en quelle estime il tenait l'argent. Mais à présent, voilà, il s'était mis à l'école de la fourmi, laquelle, b.a.-ba, lui avait enseigné cet expédient pour ne pas perdre ce petit peu de fumier bon à engraisser la terre. Mais oui. Allons, Nina, allons, laisse-toi mettre cette petite babiole. Que sommes-nous devenus, Nina? Toi rien et moi personne. Bon uniquement à amuser le pays. Ne t'en occupe pas. Il reste encore à la maison des centaines d'oiseaux. Kiou, kiou, kiou. Ils ne voudraient pas qu'on les mange. Mais moi, je me les offre. Et tout le pays en rit. Vive la joie. Il faisait allusion à une autre de ses trouvailles, qui faisait vraiment le pendant à celle de la corbeille pendue sous la queue de l'ânesse. Quelques mois plus tôt, il avait fait semblant de croire qu'il pourrait s'enrichir de nouveau en élevant des oiseaux. Et des 5 pièces de sa maison, au pays, il avait fait une seule et unique cage, raison pour laquelle on l'appelait la cage du fada, se limitant à vivre dans les 2 pièces de l'étage, avec les rares ustensiles réchappés du naufrage de ses biens. Portes, persiennes et vitres de fenêtres, et baies bouchées par un simple grillage pour donner de l'air aux oiseaux. Du matin au soir, montaient des 5 pièces du rez-de-chaussée, à la délectation de tout le voisinage, gazouillis et pirouettements, trilles et roucoulements, babillements de merles et ramages de pinsons, roulades et pépiments de rue, continus, assourdissants. Pourtant, depuis plusieurs jours, découragé par le maigre résultat de ce commerce, Simone Lampo mangeait ses oiseaux en veux-tu en voilà, et avait détruit l'appareil de piège et de lacet avec lequel il les prenait par centaines et centaines, dans sa propriété. Il enfourcha l'ânesse une fois scellée, et se mit en route pour le pays. Son maître aurait eu beau la rouer de coups de nerfs de bœuf, Nina n'aurait jamais pressé le pas. On aurait dit qu'elle le faisait exprès pour lui faire savourer davantage,
par la lenteur de sa marche, les tristes pensées qui, disait-il, lui venaient de sa faute à elle, de cette tête branlante, c'est-à-dire celle que cette allure lui causait. Mais oui, à force de dodeliner du chef, en promenant son regard du haut de la croupe de la bête sur la désolation des champs qui s'assombrissaient au fur et à mesure que s'éteignaient les dernières lueurs crépusculaires, il ne pouvait pas s'empêcher de se lamenter sur sa ruine. C'étaient les soufrières qui l'avaient ruiné. Que de montagnes éventrées dans l'espoir du mirage d'un trésor caché. Il avait cru découvrir une nouvelle Californie dans chacune d'entre elles. Des Californiens partout. Des trous de 200, de 300 mètres de profondeur. Des trous pour la ventilation, des installations de machines à vapeur, des aqueducs pour l'éducation des eaux et tant d'autres frais pour une misérable couche de soufre qui ne valait même pas la peine d'être exploitée à la fin. Ni la triste expérience recommencée à plusieurs reprises, ni le serment de ne plus se lancer dans d'autres entreprises n'avaient suffi à le détourner de nouvelles tentatives. Tant et si bien qu'il s'était mis sur la paille, tel que présentement. Sa femme l'avait quitté pour aller vivre avec un de ses frères fortunés, après que sa fille unique eut pris le voile, de désespoir. À présent, il était seul, sans même une boniche. Seul et rongé par une fébrilité continue qui lui faisait commettre toutes ses folies. Il le savait bien, il était conscient de ses folies. Il les commettait exprès, pour faire enrager les gens qui, autrefois, quand il était riche, lui faisaient tellement de courbettes, et qui lui tournaient le dos maintenant, et se moquaient de lui. Tout le monde se moquait de lui et le fuyait. Personne qui ne se soucierait de lui venir en aide, qui lui dirait « Compère, que faites-vous là? Venez par ici. Vous savez travailler, vous avez travaillé tout le temps, honnêtement. Ne faites plus de folie. Travaillons ensemble dans une bonne affaire. » Personne. Et la nervosité, l'amertume qui le rongeait dans cet abandon, dans cette solitude, redoublait et l'exaspérait toujours davantage. L'incertitude de sa condition était sa principale torture. Oui, car il n'était ni riche ni pauvre. Il ne pouvait plus être au niveau des riches, et les pauvres se refusaient à le reconnaître comme un des leurs, du fait de cette maison au pays et de cette petite propriété, là-haut. Mais que lui rapportait sa maison? Rien. Des impôts, elle lui rapportait. Quant à la petite propriété, eh bien, pour toute richesse, il y avait un peu de blé que l'on faucherait dans quelques jours, et qui lui rendrait peu ou prou de quoi payer le cens à la manse épiscopale. Que lui restait-il pour manger? Ces pauvres oiseaux. Et quelle tristesse aussi! Tant qu'il s'était agi de les prendre pour se risquer à un commerce qui ferait rire les gens, passons. Mais maintenant, descendre dans cette énorme cage, les attraper, les tuer, les manger. Vite, Nina, vite! Tu dors ce soir, vite! Maudite soit la maison et maudite la propriété qui ne lui permettait même pas d'être un pauvre tout de bon. Pauvre et fou, au milieu de la rue. Pauvre et sans souci, comme il en connaissait tant, et à l'égard desquels, sans l'exaspération où il se trouvait, il éprouvait une envie mêlée d'angoisse. Tout à coup, Nina s'arrêta, les oreilles dressées. « Qui est là ?» cria Simone Lampo. Sur le parapet d'un petit pont, le long de la route, il eut l'impression d'entrevoir dans le noir quelqu'un d'étendu. « Qui est là ?» L'individu allongé leva à peine la tête et émit un grognement. « Ah, c'est toi, Nazaro. Que fais-tu là ?»« J'attends les étoiles. »« Tu les manges ?»« Non.
Je les compte. Et puis, agacé par ces questions, Nazzaro s'assit sur le parapet et, en colère, cria dans sa barbe épaisse et bourriffée. « Don Simo, allez-vous-en, ne m'embêtez pas. Vous savez bien qu'à cette heure, je ne négocie plus, et puis je ne veux pas causer avec vous. » Ce disant, il s'allongea de nouveau sur le parapet, le ventre en l'air, pour attendre les étoiles. Quand il avait gagné 3 ou 4 sous, soit en étrillant 1 ou 2 bêtes, soit en vaquant à une besogne ou l'autre, pourvu que cela ne traînât pas, Nazzaro devenait maître du monde. 2 sous de pain et 2 sous de fruits. Il n'avait besoin de rien d'autre. Et si on lui proposait de gagner, en plus de ces 4 sous, 1 ou même 2 livres en faisant autre chose, il refusait et répondait dédaigneusement à sa façon « Je ne négocie plus ». Et il se mettait à vaguer à travers champs, ou le long de la plage, ou dans la montagne. On le rencontrait là où on l'attendait le moins, nu-pieds, silencieux, les mains derrière le dos, et les yeux clairs dans le vide, un peu égaré et rieur. « Voulez-vous vous en aller, oui ou non ?» cria-t-il en se levant de nouveau, plus agacé encore, en voyant que l'autre s'était arrêté avec son ânesse pour l'observer. « Toi non plus, tu ne me veux donc pas ?» dit alors Simone Lampo, en branlant la tête. « Pourtant, nous ferions bien la paire, tous les deux. »« Avec le diable, vous faites la paire, » marmonna Nazzaro en se rallongeant. « Vous êtes en état de péché mortel, je vous l'ai déjà dit. »« À cause des oiseaux ? » ?»« L'âme, le cœur. Vous ne vous sentez donc pas ronger le cœur ? Ce sont des créatures de Dieu que vous mangez. Allez, vous êtes en état de péché mortel. »« fit Simone Lampo à l'ânesse. Mais au bout de quelques pas, il s'arrêta, se retourna et appela. « Nazzaro !» Le vagabond ne répondit pas. « Nazzaro !» répéta Simone Lampo. « Veux-tu venir avec moi délivrer les oiseaux ?» Nazzaro se dressa d'un bond. « C'est sérieux ? » ?»« Oui. »« Vous voulez faire le salut de votre âme ? Ça ne suffit pas. Il faudrait aussi mettre le feu à la paille. »« Quelle paille ? » ?»« À toute la paille !» fit Nazzaro en s'approchant, rapide et léger comme une ombre. Il posa une main sur le cou de l'ânesse, l'autre sur une jambe de Simone Lampo, et le regardant droit dans les yeux, il lui demanda « Vous voulez vraiment faire le salut de votre âme ?» Simone Lampo sourit et répondit « Oui. »« Pour de bon, vraiment ? Jurez-le. Attention, je sais ce qu'il vous faudrait. J'étudie la nuit, et je sais ce qu'il faudrait. Pas à vous seulement, mais à tous les voleurs, à tous les imposteurs qui habitent là-bas dans notre pays. Ce que Dieu devrait faire pour sauver leur âme, et ce qu'il fait tôt ou tard, toujours, soyez sans crainte. Alors, vous voulez vraiment remettre les oiseaux en liberté ? Mais oui, je te l'ai dit. Et le feu à la paille ? Et le feu à la paille. Ça va, je vous prends au mot. Partez devant et attendez-moi. Il faut que je compte encore jusqu'à 100. Simone Lampo reprit sa marche en souriant et en disant à Nazzaro « Attention, je t'attends !» On entrevoyait déjà au loin, le long de la plage, les lumières vagues du petit pays. À partir de cette route, sur le plateau marneux qui le dominait, s'étalait dans la nuit la vacuité mystérieuse de la mer qui faisait apparaître plus misérable encore ce petit groupe de lumière, là-bas. Simone Lampo poussa un profond soupir et fronça les sourcils. C'est ainsi qu'il saluait chaque fois l'apparition de ces lumières. Pour ceux qui étaient là-bas,
accablé, entassé, il y avait 2 fous fieffés, lui et Nazzaro. Bon. Maintenant, ils allaient vivre ensemble, pour que le pays rigole davantage. Liberté aux oiseaux et feu à la paille. Cette exclamation de Nazzaro lui plaisait, et il se la répéta plusieurs fois avec un plaisir croissant avant d'atteindre le pays. Feu à la paille. À 7 heures, les oiseaux dormaient tous dans les 5 pièces du rez-de-chaussée. Ce serait la dernière nuit qu'ils passeraient là. Demain, adieu. Libre. Une grande volée. Ils s'égayeraient en l'air. Ils retourneraient au champ, libres et heureux. Oui, c'était une véritable cruauté de sa part. Nazzaro avait raison. En état de péché mortel. Mieux valait manger son pain sec. Na. Il attacha l'ânesse dans sa petite écurie, sa lanterne à huile à la main, et il s'en alla attendre Nazzaro, qui devait compter, lui avait-il dit, jusqu'à 100 étoiles. Est-il fou? Qui sait pourquoi? C'était peut-être une dévotion. À force d'attendre, le sommeil l'envahissait. 100 étoiles. Plus de 3 heures déjà. Il avait dû compter la moitié du firmament. Allons, il s'était peut-être moqué de lui, en lui promettant de venir. Inutile de l'attendre encore. Et il se disposait à se jeter sur son lit, tel qu'il était, tout habillé, quand il entendit frapper fortement à la porte. Et voici Nazzaro, essoufflé, hilar, inquiet tout de même. « Tu as couru ?»« Oui, c'est fait. »« Quoi ?»« Tout. Nous en parlerons demain, Don Simo. Je suis mort de fatigue. » Il se jeta sur une chaise et commença à se frotter les jambes des 2 mains, tandis que ses yeux de bête sauvage brillaient d'un drôle de rire, à peine ébauché sur les lèvres à travers la barbe épaisse. « Les oiseaux ?» demanda-t-il. « En bas. Ils dorment. »« Bien. Vous n'avez pas sommeil ? » ?»« Oh si. J'étais attendu si longtemps. »« Je ne pouvais pas venir plus tôt. Couchez-vous. J'ai sommeil aussi, et je vais dormir ici, sur cette chaise. Ne vous dérangez pas. N'oubliez pas que vous êtes toujours en état de péché mortel. Demain, nous passerons à l'expiation. » Simone Lampo l'observait de son lit, appuyé sur un coude, béat d'aise. Comme ce vagabond lui plaisait, il n'avait plus sommeil et préférait continuer la conversation. « Pourquoi comptes-tu les étoiles, Nazzaro ?»« Parce que j'aime ça. Dormez. »« Attends, dis-moi, es-tu content ?»« De quoi ?» demanda Nazzaro en levant la tête qu'il cachait déjà dans ses bras, sur la table. « De tout ?» fit Simone Lampo. « De vivre comme ça. »« Content ? Nous avons tous nos peines, Don Simo. Mais ne vous faites pas de mauvais sang, ça passera. Dormons. » Et il recacha la tête dans ses bras. Simone Lampo se pencha pour souffler la bougie, mais au dernier moment, il retint son souffle. L'idée de rester dans le noir avec ce cinglé l'inquiétait. « Dis, Nazzaro, tu ne voudrais pas rester définitivement avec moi ?»« On ne dit pas définitivement. Tant que vous voudrez, pourquoi pas. Et tu me voudrais du bien ? Pourquoi pas. Mais pas de patron ni de domestique. Ensemble.
Je vous suis depuis un bon moment, vous savez. Je sais que vous causez avec votre ânesse, et avec vous-même aussi. Et je me disais, la poire est mûre. Mais je ne voulais pas vous aborder parce que vous aviez emprisonné ces oiseaux. Puisque vous me dites que vous voulez faire le salut de votre âme, je vais rester avec vous, tant que vous voudrez. Vous voyez, je vous ai pris au mot, et le premier pas est fait. Bonne nuit. Tu ne dis pas ton chapelet. Tu parles tellement du bon Dieu. Je l'ai dit, mon chapelet est au ciel, un Ave Maria à chaque étoile. Ah, c'est pour cela que tu les comptes. Pour cela. Bonne nuit. Simone Lampo, rassuré par ces mots, éteignit la bougie. Peu après, tous deux dormaient. À l'aube, les premiers pépiments des oiseaux emprisonnés réveillèrent le vagabond qui s'était allongé par terre. Simone Lampo, habitué à ces pépiments, ronflait encore. Nazzaro alla le réveiller. « Don Simo, les oiseaux appellent. »« Ah oui, » fit Simone Lampo, en se réveillant en sursaut et en écarquillant les yeux à la vue de Nazzaro. Il ne se souvenait plus de rien. Il conduisit son compagnon dans l'autre pièce, et après avoir soulevé le guichet de la cloison, ils descendirent les escaliers de la vanne et parvinrent au rez-de-chaussée qui puait le renfermer et les crottes de toutes ces petites bêtes. Les oiseaux, effrayés, se mirent tous ensemble à pousser des cris, en s'élevant vers le toit dans un grand tumulte d'ailes. « Qu'il y en a, qu'il y en a !» s'exclamait Nazzaro avec pitié, les yeux pleins de larmes. « Pauvre créature de Dieu !»« Il y en avait même davantage !» s'écria Simone Lampo, en branlant la tête. « Vous mériteriez la corde au cou, Don Simo !» lui cria Nazzaro en lui montrant le poing. « Je me demande si l'expiation que je vous fais faire suffira. Allons, il faut d'abord les envoyer tous dans une pièce. »« Pas besoin, regarde, » fit Simone Lampo en saisissant une poignée de corde qui, par une combinaison compliquée, fixait les grillages aux fenêtres. Il s'y pendit, et vlan, les grillages tombèrent tous ensemble dans un vacarme du diable. « Oust, oust, la liberté, la liberté !» Chou, chou, chou. À ce brouhaha, les oiseaux emprisonnés depuis plusieurs mois, épouvantés, en balance sur leurs ailes frémissantes, ne se décidaient pas à prendre leur envolée. Il fallut que quelques-uns, plus hardis, s'élancent en flèche, dans un cri à la fois de jubilation et de peur. Les autres, chassés, suivirent par bandes dans de grands remous d'ailes et s'éparpillèrent tout d'abord, comme pour se remettre un peu de leur étourdissement, sur les fêtes des toits, sur les cheminées, sur les rebords des fenêtres, sur les balustrades des balcons du voisinage, en provoquant en bas, dans la rue, de grandes clameurs d'étonnement, auxquelles Nazzaro, pleurant d'émotion, et Simone Lampo répondaient en continuant à crier dans les pièces vides. Chut. Eux aussi se mirent aux fenêtres pour contempler le spectacle de la rue envahie par tous ces oiseaux en liberté, dans la lumière toute neuve de l'aube. Déjà, des fenêtres s'ouvraient. Quelques gamins, quelques femmes essayaient, en riant, d'attraper un oiseau. Alors Nazzaro, furibond, brandissant les bras, commença à hurler comme un possédé. « Lâchez-les! Lâchez-les! Ne vous mêlez pas de ça, vauriens! Voleuses du bon Dieu! Lâchez-les !» Simone Lampo essayait de le calmer. « Reste tranquille, ils ne se laisseront plus prendre maintenant. » Ils retournèrent à l'étage, soulagés et contents. Simone Lampo alluma un petit réchaud pour faire du café, mais Nazzaro le tira furieusement par le bras. « Il ne s'agit pas de café, Don Simo.
Le feu est déjà allumé cette nuit. Vite, courons voir l'autre volet, par là. L'autre volet? Lui demanda Simone Lampo, ébahi. Quel volet? Une par ici, l'autre par là, dit Nazzaro. L'expiation pour tous les oiseaux que vous avez mangés. Le feu à la paille, ne vous l'ai-je pas dit? Allons sceller l'ânesse, et vous verrez. Un éclair passa devant les yeux de Simone Lampo. Il eut peur de comprendre, saisit Nazzaro par le bras, et, le secouant, lui cria. « Qu'as-tu fait ?»« J'ai mis le feu à votre blé, » lui répondit tranquillement Nazzaro. La stupeur cloua Simone Lampo. Puis, défiguré par la colère, il s'élança contre le fou. « Toi, mon blé ? Bandit, est-ce vrai ? Tu as mis le feu à mon blé ?» Nazzaro le repoussa d'une bourrade furieuse. « Don Simo, il ne faut pas jouer au petit soldat avec moi. Seriez-vous un homme sans parole ? Le feu à la paille, m'avez-vous dit. J'ai mis le feu à la paille pour le salut de votre âme. »« Mais moi, je t'envoie au bagne !» rugit Simone Lampo. Nazzaro éclata d'un rire sonore et lui rétorqua net et franc. « Vous êtes fou ? Votre âme, hein ? C'est comme cela que vous voulez la sauver ? Alors, nous n'en ferons rien, Don Simo. »« Tu m'as ruiné, bandit !» cria d'une toute autre voix Simone Lampo, presque pleurant. « Est-ce que je pouvais imaginer que tu entendais parler de cela ? Brûler mon blé. Comment vais-je faire ? Comment payer le cens à la manse de l'évêché, le cens qui grève tellement la propriété ?» Nazzaro le regarda d'un air de commisération dédaigneuse. « Enfant, vendez votre maison qui ne vous sert à rien, et débarrassez-vous du cens de votre propriété, et qu'on n'en parle plus. »« Oui, » ricana Simone Lampo. « Et moi, qu'est-ce que je mangerai, sans oiseaux et sans blé ? » ?»« Ça, c'est moi qui m'en charge, » lui répondit Nazzaro, avec une gravité placide. « Est-ce que je ne reste pas avec vous ? Nous avons l'ânesse, nous avons de la terre, nous piocherons et nous mangerons. Courage, Don Simo. » Simone Lampo resta stupéfait à voir la confiance sereine de ce fou, qui restait devant lui, la main levée en un geste de nonchalance dédaigneuse, un joli rire d'insouciance moqueuse, dans les yeux clairs et dans la grande barbe épaisse ébouriffée.